Donc, bienvenue. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un retour d'expérience sur la gestion des coûts du cloud. Pour me présenter un petit peu, moi je suis, là, il y a un suspense, c'est bon. Je suis Mathieu Werner, je travaille chez Joli Code, donc c'est une agence web. Je suis développeur PHP, je me mets DevOps de cœur. Donc bref, j'ai mis DevOps de cœur parce que je fais plein de DevOps en fait dans mon métier parce que j'interviens du dev jusqu'au déploiement. Plus récemment, les problématiques DevOps, elles sont devenues un peu primordiales dans mon truc. Sinon, on laisse tout noir et puis c'est pas grave. Et je travaille aussi pour Redirection.io, qui est un outil que vous découvrirez peut-être un jour, qui permet de gérer des redirections en cloud. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réflexion sur l'approche, c'est pas du tout perturbant, sur l'approche de l'architecture cloud. Voilà, comment on va avancer. Je vais vous mettre en situation. On va considérer que on simule un projet qui est en fait une espèce d'agrégat de plein de projets que j'ai pu rencontrer et sur lesquels j'ai eu à gérer ce genre de problématiques. Donc on va dire qu'on a un site web ou une API, une app mobile, e-commerce, ou les trois ensemble, qu'on a des bonnes performances générales, qu'on a un trafic que j'ai mis modéré à fort, ça marche pour les deux cas. En fait, je l'ai un peu eu sur les deux, typiquement des API qui prennent 500 000 calls entre midi et 2, ou des sites immobiliers de vente ou des trucs... typiquement des sites e-commerce, je ne sais pas si je peux citer, où il y a des ventes et ils font des millions de chiffres d'affaires en l'espace d'un quart d'heure, donc il faut que ça marche tout de suite. Pic de charge ponctuelle, donc vente exceptionnelle, ou pareil, temporalité entre midi et 2. Et j'ai mis outillage web habituel. Alors, je ne sais pas si c'est habituel ici, mais c'est web habituel pour moi. Et du coup, on est sur du Symfony, Elasticsearch, Redis, une stack relativement standard, mais standard dans mon écosystème un peu consanguin. On fait que du Symfony et des trucs ensemble. Donc du coup, on part de loin. Enfin, en gros, pour la simulation, et c'est un vrai schéma d'un vrai truc. J'ai un peu trollé sur le contour. Mais en gros, on a une architecture alors un peu classique, on a un varnish devant, on est content, on a un load balancer, un partage, des frontaux. En fait, en vrai, dans le projet, on en avait 8 pour rien. Et puis, voilà, Elasticsearch, Redis, et puis des différentes briques, donc c'est pour gérer des tâches asynchrone. SQL, vous connaissez mieux que les devs. Hop, et ça marche plus. Donc le prix du VPS, il est cool. Le prix de l'infogérant, il est pas cool du tout chez eux, surtout qu'ils essaient de nous vendre des tonnes de serveurs pour qu'ils infogèrent, et du coup ça coûte un fric monstre, mais c'est du travail, hein, je ne suis pas en train de dénigrer ce boulot-là. C'est dimensionné un peu au pif, en fait, sur certains projets, on se retrouve avec un bizdev qui vient, qui dit pour votre besoin, il faut 8 frontaux, 3 trucs, et puis à la fin, en fait, les serveurs font rien, ou font trop, et puis personne n'est jamais revenu sur l'archi, parce que ça veut dire repasser en facturation, repasser dans des trucs, puis ça marche, puis du coup on s'embête pas. Par contre, l'avantage, c'est super simple, on s'embête pas, tout est clair, tout est limpide, je le maîtrise vite fait, ça marche, et en cas de problème, je suis embêté parce que j'ai la main sur pas grand chose, il faut que j'appelle mon infogérant, moi il faut que je gère mes trucs, je vais repérer des problèmes, je vais faire des tickets, je vais galérer, ça va pas être rigolo. Pourquoi changer ? Parce que les mises à jour sont périlleuses et coûteuses. Ça peut être un sujet, parce que j'ai la main sur rien, parce que j'utilise un système de tickets qui date de l'apparition d'Internet, parce que le bizdev de mon infogérant m'épuise. Mes machines ne font rien, mais il continue à essayer de me vendre des trucs. L'infogérant choisi par le DSI, il a été choisi par le DSI précédent il y a 10 ans, et j'ai envie de me montrer, de dire moi je sais faire des trucs. Parce que mon data center a brûlé. Enfin, je suis un peu triste que Jean de Viage ne soit pas là. Je sais qu'il y en a au moins un qui est en retard. Parce qu'en plus, j'avais pas de backup pour le swag, parce que le cloud, c'est cool. Parce que j'ai vu une conf qui leur a dit qu'il fallait changer. En fait, tout ça, c'est un peu les mauvaises raisons de changer. C'est un petit troll aussi. C'est pas pour ça qu'on change, pour aucune de ces raisons-là, a priori. On a envie de changer pour ces raisons-là, mais on le fait pas. On le fait surtout parce que nos architectures, elles ne scalent pas. Et nous, on a envie qu'elles scalent, en fait. Je vous parlais de la problématique de... On a plein de frontaux qui font rien. En fait, pourquoi on a des frontaux qui font rien ? En fait, aujourd'hui, on a des moyens pour que ce soit pas le cas. Parce que les performances sont optimisables, parce qu'en fait,
En plus, mes machines, est-ce que c'est vraiment les bonnes qui sont au bon endroit pour faire ce dont j'ai besoin? Le fait d'avoir tout fixé, c'était peut-être pas la meilleure solution. La disponibilité du service est que relativement garantie. Je dépends que de mon infogérant. Après, bon, les VPS, grosso modo, ça reste relativement stable. Parce que je me lance dans un nouvel emplacement géographique, ça peut être aussi un sujet. Je suis hébergé chez quelqu'un qui a des data centers en plein cœur de Paris, et puis moi je me lance ailleurs, et ça m'embête que ce soit là. L'infrastructure as code, yes, c'est du code. Et là, le code, je connais, pour le coup, c'est mon domaine, je suis content, je vais pouvoir reprendre la main sur des trucs. Je peux automatiser, industrialiser plus facilement. Et ça, c'est, je pense, l'un des plus gros arguments du sujet, avec l'IAS, un truc que j'ai mis en gras. Ça, c'est des trucs qui commencent à être intéressants. Du coup, je me dis, je vais me lancer vers ça, parce que je suis convaincu. Voilà, tous ces arguments, ça m'a convaincu de passer. Mais comment je choisis mon provider? Parce qu'en fait, me dire que je vais passer au cloud, c'est pas suffisant. Enfin, je me dis, ok, je vais le faire, mais j'ai aucune connaissance, je connais rien, j'avais des VPS. Déjà, parce que j'en maîtrise un. Ça peut être un sujet, j'ai déjà bidouillé. Là, en l'occurrence, je prends plein d'exemples qui sont issus d'AWS, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être Azure, machin, etc. Je suis dans un environnement Windows, je me dis, tiens, je vais prendre Azure. J'ai un copain chez Google Cloud qui m'a envoyé un ordinateur pour faire une conf avec lui. Du coup, je vais. C'est pas comme ça que ça marche. Du coup, je vais aller chez lui. L'influence, quelqu'un qui vous a parlé d'AWS, ça existe. Une expertise tierce, c'est dur à dire. Par exemple, vous bossez avec un prestataire, quelqu'un qui vient, ou un ami, ou machin, qui va vous dire, moi je connais super bien ce truc. Il n'y a pas de truc. En fait, globalement, il faut imaginer que là, je pars un peu dans cette explication, parce que les cloud providers, en grande partie, je pense à Azure, AWS, Google Cloud, proposent des trucs qui sont quand même relativement similaires. On peut quand même assez souvent mettre des trucs les uns en face des autres. Pas dans tous les cas. Il y a certains où il y a un outillage particulier qui est disponible que chez un fournisseur. Ça, faut le prendre en compte. Il faut juste imaginer qu'on ne change pas facilement de provider en cours de route. Il y a un truc qu'on appelle le vendor locking. Moi, je préconise presque de jouer le rôle du cloud provider qu'on choisit. Parce qu'en fait, c'est assez rare qu'on se dise j'ai tout développé sur des lambda et puis maintenant en fait je vais passer chez Azure. J'ai encore jamais vu. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'il faut le prendre en compte. Il faut imaginer qu'il y a des frais de changement de fournisseur. Là, je vous ai mis un petit graphe de 2022 où on a un peu les prix du transfert, enfin le prix pour déplacer ces données d'un cloud provider vers un autre. En l'occurrence, on voit que OVH Scaleway, c'est cool. Et après, sans surprise, on a les trois gros du marché, dont AWS, qui sont les plus engageants dans le. Donc, en gros, j'ai mis egress fees, changement de fournisseur. Donc, egress fees, c'est le coût pour sortir d'un cloud provider. Ingress fees, le coût de migration des données vers le cloud. Donc, pourquoi on change? Ce que je vous disais, changement de fournisseur pour une raison X ou Y, parce qu'on a des crédits chez un cloud provider qui est gentil, qui nous a bien vendu son truc, ou parce qu'on change de région, parce que raison. Spoiler, le cloud, c'est quand même des serveurs dans des data centers. Du coup, ils sont soumis aux mêmes aléas que les autres serveurs. Donc, voilà, faut aussi le prendre en compte, c'est pas un truc magique qui marche dans tous les cas. Avant de se lancer, quelques questions, avant de passer au cloud. Est-ce qu'un PaaS serait pas plus adapté? Par exemple, je pense à des trucs genre Clever Cloud, plateforme SH en l'occurrence dans la partie web. Il y en a d'autres. Et en fait, est-ce que je suis pas en train de me lancer dans un truc qui est hyper compliqué, sur lequel il va falloir que je me forme, faire que je forme mes équipes, etc. Puis en fait, si je pourrais déployer GitHub avec un bouton et puis pas m'embêter, ce serait quand même du cloud, je serais quand même scalable, j'aurais quand même plein d'options disponibles. Et en fait, ce serait pas forcément plus embêtant. Est-ce que je suis prêt à assumer ou à faire assumer la maintenance de mon site et de mon application? Donc, est-ce que je sais faire, tout simplement? Est-ce que je suis prêt à assumer le coût de la maintenance? Est-ce que je sais faire? Et si je ne sais pas faire, est-ce que je peux payer des gens pour le faire? Parce que mon site ne va pas rester down pendant une semaine. Est-ce que j'ai les connaissances suffisantes pour la migration? Est-ce que j'ai déjà fait du cloud et que je connais les briques que je souhaite implémenter? J'ai mis en vrai, parce que j'ai fait un POC, j'ai testé un truc. OPI Gateway, c'est facile, il suffit de connecter ma lambda et hop, ça fait tout seul. En vrai, il y a des subtilités, et les subtilités, malheureusement, on les découvre quand on a une merde.
Est-ce que je maîtrise les solutions d'infrastructure as code? Terraform, serverless, SAM, etc. Donc, il y en a plein. En l'occurrence, moi j'utilise beaucoup Terraform, même si je suis un peu embêté depuis peu avec le changement de licence. Mais grosso modo, ça reste une des problématiques, parce qu'il n'est pas question d'aller dans la console et déployer ces trucs à la main. Est-ce que j'ai une idée de comment déployer? Pareil, c'est des sujets anticipés, etc. Step by step. Du coup, je pars d'un truc qui est mon architecture un peu old school, qui me coûte un peu cher, mais qui n'est pas du tout complexe. Donc ça, c'est cool, je suis content. Et je travaille. J'attends un peu parce que j'ai travaillé longtemps. Hop. Et j'ai mis un mois hors taxe après, enfin, une petite étoile. Ça peut dépendre, ça peut être moins, ça peut être plus. En fait, en vérité, pour avoir un stack entière qui marche sur AWS, si on n'a pas les connaissances, faut se débrouiller pour les avoir. J'ai fait un premier jet, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur AWS. J'ai pris la doc, le truc, je me suis donné, je travaillais comme un fou. Et là, j'ai le truc optimum, entre guillemets. Donc, je suis tout content. J'ai des autoscaling group, en fait, j'ai répliqué à peu près tout ce que j'avais sur ma stack de base et je l'ai mis dans le cloud. Et en fait, ça me coûte un peu aussi cher. Un peu triste. C'est plus compliqué, ça me coûte cher. J'ai mis un petit truc parce que c'est un gros contributeur Elasticsearch qui n'aime pas du tout open source, c'est pour ça qu'il y a un petit écart. Et du coup, je suis un peu triste avec mon premier jet. J'ai des crédits AWS Activate parce que je suis une startup, que je suis cool et que les gens d'AWS m'ont fait des clins d'œil. Ils m'ont dit ouais, viens, je te donne 1000 $. Hop. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Du coup, mon premier jet, il est un peu décevant. Mes factures arrivent, c'est jamais le même prix. C'est souvent encore plus cher que ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire, en plus de ne pas être le même prix, c'est plus cher que j'avais imaginé, c'est même parfois plus cher que ce que j'avais avant. Je me suis formé au cloud, ça m'a coûté plein de temps. Mon temps, c'est de l'argent, parce que je suis payé. Et en plus, j'ai pas fait de feature pendant ce temps-là. Donc en plus, c'est encore plus du temps perdu pour mes features. Plein d'autres trucs. Il y a une étude de Veritas qui est sortie, publié certaines infos que je trouve intéressantes. 94% des utilisateurs ont sous-estimé leurs dépenses de cloud à la migration. Et le surcoût du cloud est en moyenne de 43%. Il faut imaginer que c'est un vrai sujet. Je ne suis pas seul au monde à m'être galéré, à avoir un truc qui est décevant. En fait, je ne suis pas tout seul. Si c'était à refaire, en fait, impossible de faire des choix sans métrique. Mon problème de base, c'est que je me suis lancé dans un truc, et en fait, je me suis dit j'avais ça, je vais avoir la même chose côté cloud, et puis ça va être magique, ça va marcher. En fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Premier truc, il faut que je monitore mon architecture et mon application pour savoir ce qui prend des ressources, qu'est-ce que je dois mettre où, et comment je dois le tout. Donc là, j'ai mis un screen de Datadog, peu importe ce qui est dedans, je l'ai pris sur Google Images. Mais en gros, l'idée, c'est juste de monitorer à la fois son serveur et son application. Mon application, c'est le nerf de ce que je vais héberger, donc il ne s'agit pas de me dire de penser que cloud ou que app, forcément l'un va pas sans l'autre. Et je ne créerai pas les mêmes archives pour tous les modèles d'application. Bonus, je l'ai rajouté récemment, celle-là. Attention au coût des logs, au temps de rétention, au volume de données loguées. Il n'y a pas très récemment, il y a quelques semaines, on a une petite surprise, on a laissé un truc, je crois, en mode debug, un truc comme ça en log. Ça a duré 1 heure, 20 000 € de log. Donc les logs, c'est cool, mais il faut faire attention à ce qu'on log et comment on le log. Donc merci les dashboards, j'ai des pistes, je vais essayer des trucs. Mon app, déjà, le cache HTTP, il est souvent mal configuré, sous-évalué. Donc, en fait, il y a tout un tas de paramètres que je vais pouvoir gérer, que je vais pouvoir régler, qui sont en fait pas nécessairement liés à mon architecture directement. Mon cache, donc mon petit, ce qui était mon Varnish avant, ce qui est devenu mon CDN, la CloudFront devant, en fait, ça peut être... il faut juste qu'il arrive à bien restituer mes pages, donc que je gère bien les temps de rétention, que je gère bien la configuration de ces trucs-là. Voilà. Le cache de l'app, spécifiquement, c'est pareil. Il faut qu'il soit optimisé, il faut qu'il soit bien présent. Je vous dis ça parce que les 3/4 des optimisations qu'on fait pour des boîtes qui nous font bosser, c'est les deux gros sujets. C'est le cache HTTP qui est mal fichu, qui ne met pas les bons trucs en cache, ou alors il est là,
il y a un beau varnish, mais en fait, il laisse tout passer parce qu'il est mal configuré, donc les serveurs derrière prennent tout le trafic. Et le cache de l'application, pareil, les trucs existent mais ne sont pas activés, du coup, ça ne marche pas. Et puis, ça fait faire le yo-yo là, en l'occurrence, c'est des EC2 qui sont derrière et qui n'arrêtent pas de faire l'accordéon. Optimisation du CDN, du coup, c'est un peu le même truc. Mais aussi utiliser, j'ai une brique Redis, il faut que j'en abuse, il faut que j'écrive des tonnes de trucs dedans, parce que c'est super rapide, ça coûte pas cher, et puis moi, ça m'aide énormément dans mes apps. Les caches Postgre, je ne vais pas tous les faire. En gros, il y a plein de briques. Voilà. Et c'est souvent l'architecture qui subit le plus la dette accumulée. Donc, il faut imaginer que la première des solutions, elle n'est pas forcément directement dans le cloud. Autre sujet qui est intéressant, le choix de la région. En fait, j'ai dit, c'est cool, je peux changer de région. Mais en fait, le coût n'est pas le même en fonction de la région où je me trouve. Donc, il faut aussi étudier cette question-là, se dire, OK, c'est pas grave, je vais prendre mon archi, je vais la coller sur une autre région, et ça va être pareil. Mais en fait, non, pas trop, ça va pas être pareil. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous êtes dans une tranche qui coûte de l'argent que c'est problématique. Par contre, il faut juste le savoir, et l'anticiper, et se dire, voilà, je suis pas en train de... En fait, le sujet de la présentation, c'est pas de vous dire, gagnez plein d'argent sur vos architectures, c'est contrôler les coûts, et sachez où vous avez des points de dépense. Troisième solution, je me dis, tiens, si je faisais du serverless, par exemple. J'ai vu serverless, ça a l'air bien, je vais me lancer là-dedans. C'est cool parce que mes lambdas, en l'occurrence, elles coûtent rien. Je suis trop content avec mes lambdas. Quand elles font rien, elles font rien. Et puis quand elles se lancent, quand j'ai une requête, ça se lance. Je les ai préloadées pour qu'elles répondent vite. En l'occurrence, je vous parlais d'un truc qui avait 500 000 requêtes entre midi et 2. C'est un truc de ticket resto. Ça marche super bien avec mes lambdas. J'ai pas une erreur, je suis content. Par contre, ça me coûte 1000 ans à mettre en place, parce qu'il faut que je découpe toute mon architecture pour faire des microservices. Et puis, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai rajouté un peu de complexité parce que j'ai tout découpé, j'ai plein de briques. J'ai 800 repos GitHub parce que du coup, il y a une réunion avec des devs qui a dit mais imagine, chaque service ce sera un repo, et imagine, machin. Donc, du coup, j'ai des trucs à gérer partout. Le problème, c'est que ça finit souvent comme ça. Donc, attention sur les sujets serverless. C'est presque une true story, ça. C'est-à-dire, à un moment, en fait, plus personne pige rien à l'architecture, plus personne pige rien à où et quoi, et ça coûte très cher, en fait. Parce que plus personne n'ose toucher, plus personne sait. En plus, vous avez eu la bonne idée de splitter en disant « Ouais, mais là, c'est la team machin qui va utiliser ça, qui n'a rien à voir avec la team bidule. » Et du coup, comme c'est des microservices et que tout touche à tout, vous mettez 1000 ans à communiquer entre personnes. Donc, en fait, si on parle du coût, c'est un coin direct du cloud, mais en fait, vous allez vous retrouver à avoir des trucs qui vous coûtent un bras. Où je peux avoir un truc hybride, j'ai un peu de tout, j'ai un peu de C2, j'ai un peu de lambda, etc. Donc ça existe aussi. Alors là, j'ai rajouté de la complexité du coup, parce qu'en fait, c'est chiant à gérer, et puis ça coûte plus cher. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une solution, ça existe, on peut faire ça. Comment je vais auditer les coûts? Du coup, il y a la démarche qu'on appelle FinOps, et du coup, qui permet qui permet en gros de dire d'auditer les coûts de son architecture cloud et puis de mettre en place des solutions pour les suivre. En pratique, on ne va pas toujours recruter une personne pour faire du FinOps dans sa boîte, tout simplement parce que la taille de la structure ne le permet pas forcément. Ce n'est pas toujours un poste qui est intéressant, ça peut être quelqu'un qui va intervenir, puis en fait, il ne va pas avoir de taf au bout de... Il va optimiser le truc, puis en fait, après, il va être là, c'est cool, j'ai mis tous les outils en place, mais j'ai plus rien à faire. Ça peut être des sujets externes, ça peut être des sujets internes, ou ça peut être aussi des sujets de rigueur personnelle. On met en place des outils sur sa CI, notamment sur des trucs pour suivre ça. En pratique, checker les coûts dans sa CI, par exemple, j'ai un peu spoilé, mais c'est une des solutions qui est possible. Ajouter des services policies pour gérer les coûts. Par exemple, on refuse les instances qui dépassent une certaine taille, qui dépassent un certain volume. Donc utiliser CI, il y a plein de projets. Il y en a un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Infracost, qui est assez bien foutu, sur lesquels vous filez un fichier YAML qui va définir un certain nombre de paramètres sur j'ai cette architecture qui a telle charge, telle brique, tel truc, etc. Pas telle brique d'ailleurs, telle charge. Et ça va parser automatiquement votre code Terraform. Et puis ça va vous dire, avec les paramètres d'entrée que vous m'avez donnés, il ne vous voit pas, mais vous avez compris,
avec les paramètres qu'on a rentrés dans le truc, on va avoir en sortie des informations. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on va avoir le différentiel par rapport à ce qu'on avait avant. Donc on peut dire, voilà, je vais augmenter de X%. L'intérêt, c'est que dans la CI, ça nous permet aussi de configurer des tâches pour dire, ma CI ne passe pas parce que j'ai augmenté mes coûts de plus de X%. Ça peut être un peu piège, parce que ça peut être une feature qui le nécessite. En tout cas, je ne sais pas si je mettrai une règle bloquante là-dessus, mais en tout cas, une alerte, ça peut être intéressant. Hop, du coup, là, j'ai spoilé les trucs d'après. Donc là, vous voyez, en gros, il y a un truc sur le côté, on a un petit YAML. On définit, là en l'occurrence, ma lambda Hello World, elle a des millions de requêtes, je ne vais pas compter les zéros. Et elle met tant de temps à s'exécuter. Et puis du coup, j'ai en console des petites infos qui me disent ça marche. Solution basique, mais l'explorateur de QoAWS, il est bien foutu, il existe. En fait, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur du truc. Il y a plein d'outils maintenant qui se développent pour abstraire ce truc-là, parce que ça existe, mais c'est parfois imbitable. Donc soit il faut vraiment s'y plonger et prendre le temps de décortiquer le truc, et pas hésiter à se coller des alertes et puis auditer bien le truc. Mais par contre, il y a de plus en plus de startups et d'outillages maintenant qui permettent de vous rentrer vos identifiants AWS ou vous créez une policy chez vous pour permettre au truc de se connecter. Et il va automatiquement explorer vos coûts. Bon, ça va. Donc évidemment, Bing Alarm, pas hésiter à coller des alarmes partout pour dire attention, je suis en train de dépasser X% de ma gestion des coûts. Hop. Après, il y a d'autres outils qui existent, notamment, là je suis encore chez AWS, un truc qui s'appelle Compute Optimizer, qui est assez bien foutu. J'ai mis le spoiler en haut de ce que ça fait. En gros, ça permet de redimensionnement intelligent. La fonctionnalité qui m'intéresse, c'est pas forcément celle-là, c'en est une qui est intéressante, mais c'est aussi celle qui va juste permettre, en fonction des données, donc il va parser les logs CloudWatch, il va parser les différentes infos que vous filez. Je ne crois pas que ce soit rétroactif, par contre, il faut l'activer un peu tôt dans le process. Et puis ensuite, il va analyser vos données et vous dire, ok, là, votre machine, elle dort, et en fait, vous pourriez la redimensionner, passer sur tel truc, ou à l'inverse, celle-là, elle est grave sous-dimensionnée, et ça fait que scaler, alors que il faudrait juste en mettre une un petit peu plus puissante qui va aussi scaler, mais du coup qui va machin, ou à l'inverse. Enfin, bref, il y a plein de solutions qui sont envisageables. Mais en tout cas, ce truc est bien foutu. Et pour le coup, il est grave plus clair que la console de QoAWS. Donc ça peut être une solution qui est intéressante. Hop. Après, je vous dis, il y a des outils SaaS, par exemple Apptio, qui est bien foutu, et qui permet justement de vous faire des espèces de graphes un peu plus cool, et puis aller parcourir ces datas-là. Cloudcraft, l'outil que j'ai utilisé pour faire mes petits schémas, ça j'adore. Super bien foutu, vous faites vos schémas. Ça, c'est un espèce de truc pour le coup d'anticipation. On va retrouver un peu ce qu'on fait sur Infracos dans le délire. Je rentre des datas sur la fréquentation de mon site, sur les outils qui sont là. Je vais pouvoir faire mon schéma, définir mes trucs. Et à côté, je vais avoir un petit onglet qui va me dire, OK, en fait, avec ton archi, ça va te coûter à peu près ça. Et du coup, je vais pouvoir jouer avec mon outillage. Donc, par rapport à Draw.io, on est complètement aveugle ou ce genre de truc. Alors, moi, j'ai des vraies datas en parallèle de ce que je suis en train de faire. Et ça va me permettre d'aller chercher les trucs un peu plus loin. Brainboard, ça, je trouve ça très cool aussi. Hop. Brainboard, lui, c'est qui me permet de générer mon Terraform. Du coup, je suis content. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font du PHP vraiment ici, je ne suis pas sûr. Mais il y a un truc, en gros, il y a un layer PHP pour les lambda qui s'appelle BrefSH, qui est assez bien foutu, qui est étonnamment rapide pour un layer, pour une prise en charge d'un langage qui n'est pas natif, et qui vous permet de, pareil, qu'un petit cost calculateur, genre le mec qui a créé BrefSH, c'est un peu chiant justement de rentrer dans la console pour estimer les coûts d'une lambda. Donc, du coup, je vais faire un truc, et effectivement, c'est assez bien foutu. Est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles? En fait, les services managés, c'est pas toujours la solution idéale. C'est-à-dire qu'au début, je vous ai dit, ouais, c'est cool, j'ai Elasticsearch, je vais passer sur OpenSearch, je vais utiliser, je sais pas, bref, toute la panoplie de services managés qui sont fournis.
C'est pas parce que c'est un service managé qui existe dans le cloud que je suis obligé de jouer le jeu en prenant l'ensemble de la panoplie de trucs. Je prends l'exemple de Elasticsearch. Il est un peu caractéristique. Il y a Elastic Cloud qui est un super outil. Et du coup, j'ai des raisons de licence et d'éthique qui me feraient placer Elastic Cloud. Mais à part ça, il y a peut-être d'autres raisons en termes de features qui peuvent entrer là-dedans. Et puis les lambda, c'est un peu contraignant. DynamoDB, pour un dev, c'est chiant. C'est vraiment pas simple pour rentrer dedans. Secret Manager, c'est un enfer. Enfin, on a eu la problématique sur mon truc de 500 000 requêtes là, en disant ouais, trop bonne idée, Secret Manager, je vais storer tous mes secrets dans le truc. 500 000 requêtes, facture gigantesque parce qu'il facture à l'accès. Et donc après tu vois, j'ai peut-être les mettre ailleurs, mes secrets en fait, c'est pas un truc. Ou ailleurs, ou autrement, où je vais les parser une fois pour les récupérer, etc. Donc bref, mais en tout cas, ça fait construire ces architectures de manière un peu différente. Je me rends compte que je parle beaucoup d'Elasticsearch, je l'ai mis ici aussi, et etc. Quick tweaks qui m'ont servi en vrai pour justement gérer toutes ces problématiques. Utiliser API Gateway comme proxy Dynamo. J'ai dit que j'aimais pas Dynamo, mais j'ai dû en faire quand même. En l'occurrence, typiquement, un truc qu'on voit souvent, c'est on a des requêtes qui arrivent sur API Gateway, on a une lambda entre les deux, puis on a DynamoDB qui est derrière. Mais en fait, ma lambda entre les deux, si c'est juste pour écrire des choses dans Dynamo, fondamentalement, elle sert à rien en fait. Je peux utiliser Dynamo, il y a une fonctionnalité qui me permet de l'utiliser directement comme proxy, qui permet d'utiliser API Gateway directement comme proxy Dynamo. Et du coup, via mes intégrations, là, Amazon API Gateway intégration, je vais pouvoir définir un système de templating, donc mes response templates ou mes trucs comme ça. Et donc ça, c'est du VTL, c'est un langage développé par Apache. Et du coup, que je peux inclure directement dans ma spec OpenAPI. Alors ça devient un peu méta, j'ai une spec OpenAPI qui me permet de générer mon API et dans laquelle je vais mettre du code métier qui va me permettre d'écrire directement dans Dynamo sur des champs spécifiques. Donc ça me permet de simplifier mon code Terraform, d'avoir un maximum d'infos dans la spec. La spec, elle reste standard. Du coup, je peux toujours générer des trucs pour que mes clients puissent y aller. Mais du coup, j'ai un peu plus de logique. C'est très cool, c'est très rigolo à faire. Et ça va vite. J'ai plus de lambda. Juste, attention, les devs qui sont passés derrière moi, ils n'ont pas tous compris. Donc, faut garder cette... dans la gestion des coûts, pourquoi ça marche plus ça? Dans la gestion des coûts, il faut aussi imaginer qu'il y a le coût des gens qui vont passer derrière vous et ce qu'ils vont comprendre ce que vous êtes en train de faire. Lambda call start, du coup, je vous ai mis le schéma d'exécution d'une lambda, que vous connaissez peut-être déjà, mais en gros, l'idée, c'est aussi de penser à précharger ces lambdas. Ça peut être fait en asynchrone, si on peut dire, ou ça peut être programmé pour dire, OK, à partir de là, mes lambdas elles sont préchauffées parce qu'elles vont avoir un max de requêtes. Donc, j'ai pas envie de me taper le temps de démarrage dans ce truc. Ça améliore les perfs. Ça permet des actions, notamment au start. Et dans les actions, hop, typiquement, les lambda extensions. En gros, il y a plusieurs types de layers dans les lambda. Bref, des layers. Et notamment, un qu'on peut enregistrer comme lambda extension. Donc, à l'exécution, on fait un appel HTTP pour dire coucou, je ne suis pas n'importe quel layer, je suis une lambda extension. C'est un truc spécifique. Et du coup, je vais pouvoir me connecter sur différents événements d'exécution de ma lambda, donc init, restore, invoke. Et à l'initialisation, typiquement, je vous parlais de récupérer de la conf, des trucs comme ça. Et ben ça peut être coûteux au moment d'une requête entrante, de dire, tiens, au fait, c'est ma première exécution de lambda, donc si j'allais parser la conf, pendant ce temps-là, votre user, il attend. Du coup, grâce à ça, je peux préchauffer mes lambda, donc faire un call start. Déclencher un événement init pour dire coucou, avant qu'il y ait la moindre action dessus, va chercher la conf. Donc dans mon layer d'initialisation, je vais dire va chercher la conf. Et comme ça, quand j'ai les premières requêtes qui arrivent, j'ai tout de suite tout qui est prêt et qui est préchargé. Parce que sinon, je ne peux pas booter une lambda avec des données dessus, autre que celles de mon code. Et le file system n'est pas partagé entre les lambdas. Donc même si je copie un truc sur une lambda, s'il y a une autre exécution qui arrive, qui s'exécute sur une autre lambda, j'ai encore à nouveau les actions à réaliser de récupération d'infos. C'est mes events. Hop, autre truc intéressant qui m'a servi pour optimiser. Hop là, je fais un petit spoiler.
Firehose, donc, c'est une fonctionnalité de Kinesis que je colle pareil entre deux éléments et qui me permet de jouer le rôle de tampon et d'économiser des appels sur les lambda. Je reviens sur ma situation où j'ai 500 000 appels. J'ai des appels, mais j'ai des events, j'écris des trucs, j'écris des données, j'ai des events et du coup, 500 000 fois potentiellement, je vais avoir des appels pour dire ah au fait, il faut mettre à jour tel truc, ah au fait, on va écrire ça dans tel fil, ah au fait, on va faire tel truc. Et ben 500 000 fois, c'est débile de faire ça autant de fois, surtout que c'est des mini trucs qui prennent, qui font rien du tout. Et du coup, ma brique Firehose, elle va permettre de jouer le rôle de tampon, de se mettre entre les deux et de dire je prends tous les événements entrants et je vais te les restituer par batch tous les X, donc soit en temps, soit en quantité, et dire finalement tous les 500 trucs, dès que j'ai un batch de 500, hop, je te les envoie sur ton event, et donc après il faudra que je traite plus des événements par lot, mais plus des événements individuels. Et du coup, ça va me permettre aussi, lambda en fait qu'elle traite un truc ou qu'elle en traite 500, ça prend pas 500 fois plus de temps, ça va super vite. Et du coup, je vais économiser grave d'appels. Donc pareil, je vais éviter de faire l'accordéon sur mes lambda et de faire paniquer mon architecture parce que tout d'un coup, elle prend un max d'infos. Surtout que alors ça ne marche que pour les trucs asynchrones, mais précise quand même. Mais en l'occurrence, surtout que je suis pas à une minute près sur pas mal d'appels. La plupart des trucs, souvent ce système-là, on le met en place quand on met en place des data lakes. Et la plupart des trucs qu'on met dans les data lakes, c'est pas du tout critique à la minute près. On peut attendre, c'est pour qu'il y ait des gens qui viennent optimiser les ventes, je sais pas quoi derrière. Ils peuvent attendre une minute, je pense. Graviton 2, sur les lambda, il y a un petit paramètre à changer pour dire coucou. Je veux utiliser des instances Graviton 2, utiliser les ARM. 34% meilleur rapport qualité-prix, vitesse-prix. Je n'ai pas d'action chez Amazon, vous pouvez faire ailleurs, peut-être si elles sont dispo ailleurs. 52% sur RDS, du coup c'est pareil, vos instances, ça leur permet de rien faire ou de faire moins, et si elles font moins, vous en avez besoin de moins, si vous en avez moins, vous payez moins cher. Plus généralement, pensez à utiliser les instances à jour. En fait, globalement, elles sont souvent moins chères, pour la simple raison que les cloud providers, ils ont tout intérêt à vous pousser vers les nouvelles machines pour éteindre les anciennes. Souvent, elles sortent en mode un peu, c'est pas cher, viens prendre la nouvelle. Comme ça, tu libères les anciennes, ils peuvent les éteindre. Hop. Vers l'infini et au-delà. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, c'est pas du tout une montre, ça. Hop. Si c'était gratuit, imaginons. En fait, il y a un free tier chez les différents cloud providers. Là, c'est plus pour la partie plus légère, on va dire. Mais en gros, chez AWS, il y a un free tier. J'ai mis les autres pour qu'on ne pense pas que je parle que d'AWS. Ça existe chez Google Cloud, ça existe chez Azure. En gros, le free tier, vous connaissez, je pense tous, vous avez tous bidouillé ces trucs-là. C'est des services qui sont sur un certain quota disponibles gratuitement, jusqu'à un certain niveau d'utilisation. Pourquoi faire des projets modestes, typiquement un projet perso, site de ma grand-mère, des trucs qui peuvent être intéressants. Base de travail pour cheminer sur des services peu coûteux, des petites automatisations, des trucs qui peuvent être utiles. Moi, j'utilise typiquement sur des side projects de taf qui me permettent d'automatiser des tâches. En fait, j'ai plein de trucs qui sont en free tier, ça me coûte toujours 0, je suis très content. Tester, jouer avec, puis ça me permet aussi de troller les gens qui disent que AWS ça coûte cher. Je peux leur dire non, regarde, ça coûte 0. Tester, jouer avec, douter, ça n'a pas de sens, mais je l'ai mis quand même. Du coup, si on développait une intégration au Slack, donc là, on rentre dans mon monde, je vous disais, de gens qui utilisent tous la même stack. Et du coup, j'ai Symfony 6, j'ai mon layer bref SH avec PHP 8.1, une base de données, un DynamoDB pour stocker mes données. J'ai environ 35 000 requêtes par mois, ce qu'on écrit beaucoup sur Slack. Développer au moins d'une journée. J'ai mis un petit sourire comme ça parce que c'est pas forcément signe de qualité que je l'ai développé en moins d'une journée. Et du coup, j'ai un truc comme ça, je suis content. J'ai un Slack event qui arrive sur une API Gateway. J'ai mon layer bref SH. Donc sur j'ai ma lambda qui contient mon layer bref. Ça push les messages dans SNS. C'est écouté par une autre lambda qui, elle, appelle la Slack API. Et puis j'ai mon storage. Et du coup, ça donne un truc complètement inutile qui fait ça. On voit que le nom, je l'ai collé par-dessus parce que ça, c'était pas bon. Et du coup, j'ai mis coucou emoji, qui est mon extension, affiche-moi une grenouille et un lapin, puis il détecte les mots, puis il me dit coucou. Maintenant, à l'ère de l'IA, c'est moins impressionnant.
Mais en gros, bref, ça check les mots, puis ça rajoute mes petits trucs. Donc je suis content. J'ai fait une extension qui sert à rien, qui pollue tous les messages du Slack de ma boîte parce que ça met des emojis partout. Et puis des petites features genre double point d'interrogation qui fait des sondages avec des pouces. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que ça me coûte rien du tout. Donc je vois que j'ai mes 35 000 requêtes là-haut. 35 000 requêtes, zéro. Et ça, c'est cool pour moi. Parce que, en plus de troller tout le monde, c'est gratuit. En résumé, il est plus intéressant de se poser les bonnes questions en amont. On a vu au début, je me suis questionné sur est-ce que je suis capable d'assumer mes coûts du cloud? Est-ce que le cloud c'est la bonne solution pour moi? Est-ce que je veux utiliser un pass? Est-ce que je veux faire autrement? Ne pas s'oublier soi-même dans le calcul des coûts. Fondamentalement, moi je suis pas gratuit. Là, je passe du temps, je joue, je fais des trucs. Mais en fait, tout ça a coûté de l'argent, la boîte à laquelle je suis. Donc, faut imaginer que tout ce temps-là, c'est du temps qui coûte de l'argent et que, admettons que je coûte 600 balles la journée, n'importe quoi, je vais me retrouver. Est-ce que j'économise vraiment cet argent sur mes factures futures? C'est pas sûr. Donc, multiplié par le nombre de jours que je passe à faire des trucs d'emoji. On ne change pas souvent de provider en cours de route, de vendor locking. Le cloud, c'est pas que le coût du cloud, c'est aussi l'administration, c'est le coût de l'ops, c'est la dette technique qu'on met en place, c'est les coûts d'opportunité, il y a Instance Graviton, je sais pas quoi qui est cool, je vais la mettre en place, etc. Donc, attends, peut-être que j'ai un crédit qui va venir d'à côté, qui va me... truc. On optimise en suivant un ordre logique et pragmatique. Je pense que c'est le truc le plus important de la présentation, c'est que je vous disais, les missions qu'on fait d'optimisation, souvent, on va regarder du côté de l'application et on va dire, OK, moi, je veux optimiser le cache pour dire, OK, là, mes machines, elles font des trucs, je veux qu'elles fassent rien. Et en fait, la meilleure optimisation, c'est que son architecture fasse rien. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en cache pour que mon archi dorme derrière mon cache? Donc, faut imaginer que aller jouer en changeant, en refaisant son architecture, en mettant des lambdas, en faisant des firewalls, je sais pas quoi, c'est rigolo. Mais l'ordre logique, c'est quel est le critère qui va me permettre de gérer 80% de mon problème. Et 80% de mon problème, c'est souvent des gros quick wins dans le code. If c'est ça, hop, mets en cache et laisse-moi tranquille. Le multi-cloud, je vulgarise, fais pas ça. Le multi-cloud, ça existe, précise, j'en ai pas parlé. C'est-à-dire j'ai une brique chez Azure, j'ai une brique chez AWS, j'ai une brique ailleurs. C'est pas forcément utile, mais ça existe, il faut le savoir. Au-delà de 5 000 $, de facturation, quand on sert des gens qui répondent côté provider, ça peut souvent servir. On oublie que ça existe, du coup je l'ai mis parce qu'on m'a déjà posé la question. Et ça peut être un bon... Enfin, moi, ça m'a déjà enlevé des épines du pied plus d'une fois. Hop, si les machines coûtent cher, c'est pas forcément la faute des machines. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit là avant. 80% du coup, du coup, j'ai tout spoilé ce que j'allais dire. 80% du coup, c'est un goulot d'étranglement à un endroit, donc il existe des solutions de contournement. Hop. Ne pas hésiter à faire appel à des experts. Fondamentalement, il faut accepter que je ne sais pas tout faire, qu'il y a des trucs sur lesquels je peux demander des conseils, connaître quelqu'un qui peut intervenir, etc. Des machines qui font rien, c'était un petit peu abordé à la keynote. Ça n'optimise pas que le coût, en fait. Et inversement, vendre le truc en disant que ça va optimiser. Vendre à sa boîte, ça ne va pas marcher. Le coût c'est bon pour la nature. Mais on peut le faire pour les deux raisons. On peut se dire, ça va me permettre d'optimiser les coûts. Et puis en même temps, si mes machines sont éteintes, elles ne consomment pas d'énergie. Comme elles ne consomment pas d'énergie, j'ai la conscience un peu plus tranquille. Sachant que je bosse dans des métiers qui sont très énergivores. Attention au turnover de l'équipe. Nos archis qui sont toutes pourries. Fondamentalement, on peut se dire, ouais, je m'en fous, optimise, on gagne plein d'argent, c'est pas grave, machin. Il y a un autre sujet qui coûte très cher, c'est le turnover dans une boîte. Si tout est pourri, c'est cool, ça marche, on perd pas trop d'argent. Par contre, recruter des ops, c'est long, c'est compliqué. Recruter des devs, c'est long, c'est compliqué. Et former des devs et des ops, c'est long, c'est compliqué. Et du coup, ça coûte plus d'argent que si on avait fait les choses un petit peu intéressantes. Par contre, à l'inverse, on n'y gagne pas grand-chose à gratter à tout prix sur une archi. Je vous disais qu'on coûte de l'argent, nous aussi. Donc, si c'est pour dire, je fais une optime, c'est 100 $ par mois de moins, peut-être se poser la question de est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autre chose à la place, quoi.
Les performances coûtent pas cher, c'est la non-performance qui coûte cher. Donc c'est pas parce que je vais optimiser mon architecture, que je vais optimiser mon truc, que ça va me coûter cher. C'est plutôt à l'inverse. Mon architecture dont j'ai rien à faire, que j'ai laissé en me disant, ah, c'est pas grave, je vais augmenter la taille de ma machine jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que ça marche plus, bah ça c'est ça qui finit par coûter cher. On n'est pas contre utiliser les services managés. Pensez au quick win, mettre à jour ses versions de logiciels, du suivi, loguer, etc. Je vous parlais tout à l'heure des outils de logging, genre Datadog et compagnie, enfin il y en a plein des trucs. Pensez à mettre donc ces softs à jour, parce que souvent ça va plus vite. Et il y a plein de ressources sur le sujet qui existent. Je vous ai pris pareil, j'ai pris les 3 grands cloud providers, mais il y a des docs de ouf qui sont vraiment bien faites. Typiquement sur le calcul, l'optimisateur de calcul de AWS, qui est super bien. Il y en a une sur, il y a exactement un gros sujet de doc, sur le truc d'Azure que je vous invite à lire, qui est super bien foutu. Il y a celle de Google Cloud aussi qui est un petit peu moins intéressante, mais qui a le mérite d'exister et qui est pas mal foutue. Donc il y a des choses sur le sujet que vous pouvez faire. Comment on arbitre? Rester pragmatique. Le pricing, c'est un sujet pour nous, mais ce n'est pas un objectif. On développe des choses pour des clients qui veulent vendre des trucs souvent. Donc la beauté de l'architecture, c'est pas un sujet, c'est un sujet important, c'est pas un objectif. Le ratio temps passé complexité doit, on entend super bien quand je fais ça. Ratio temps passé complexité doit impliquer un intérêt notable et quantifiable. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne crée pas de valeur dans notre truc, donc c'est toujours un sujet secondaire. Je vous disais tout à l'heure, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas de feature. Fondamentalement, c'est un peu dommage. C'est pas que c'est pas important, mais ça peut être il faut imaginer qu'on va créer quelque chose où on va enlever un poids à l'architecture courante quand on va s'occuper de ces trucs-là. Donc voilà, il faut imaginer que faut accepter que ce soit un sujet secondaire. Hop, et c'est tout, j'en ai plus. J'ai mis le truc parce que je suis gentil, j'ai mis merci au sponsor. Voilà, je vous les laisse un peu pour que vous les regardiez. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions. Non, pas de questions. Eh ben, merci à tous. Ah oui, pardon, une question derrière le poteau, j'avais pas vu. Rien ? Oui, clairement, ouais. Clairement. En fait, j'ai gagné sur 2 plans. Le premier, c'est que ce qui me coûtait cher dans ma première archi, c'était mon infogérance et le fait que j'avais la main sur rien. Donc j'ai gagné en souplesse, parce que du coup, tout est optimisé maintenant via ma CI. Je peux déployer sur des branches, enfin, comme tout le monde en fait. Maintenant. Et j'ai gagné sur l'optimisation du coup de mes plateformes, parce que là, en l'occurrence, l'architecture que je décrivais, elle est avec des lambdas, elle est très événementielle, très parsemée. En fait, on se retrouve un peu plus dans le schéma que j'avais montré au début avec un gros bazar. Et cette architecture-là me permet de gérer mes problèmes par toute petite tranche. Donc, du coup, effectivement, je vois à peu près les choses qui sont allumées, elles le sont parce qu'elles font quelque chose. Donc la plupart du temps, mes trucs ne me coûtent rien. Voilà. Donc clairement, c'est optimisé. Question ? Merci beaucoup.